final, on s'est dit, tu sais quoi, en fait, la qualité de vie à Barcelone, elle est tellement élevée que pourquoi ne pas rester ici. Et là, on se dit, tu sais quoi, si tu décides de pas acheter, on est vraiment dans la panade. En plus de choisir les bons partenaires, il faut que tu mettes en place dès le début des mécanismes de séparation au cas où. Typiquement, assure-toi que tu as un marché avant de commencer quelque chose. Je dois t'avouer que cette boîte en particulier, je suis le plus heureux que je n'ai jamais été. Ouais. Tu vois, avoir l'ambition d'être le portail numéro 1 en Espagne, en fait, c'est vraiment que ça, c'est ta vision, ça. S'habituer à prendre des risques, je trouve ça bien. Ou plutôt s'habituer à faire face à tes risques. Tu le sais si ton équipe elle travaille bien ou pas. Embarquement Media avec Sébastien Marion. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Bonjour à tous, je suis Charles Briet et vous écoutez le podcast Embarquement immédiat, saison 1. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir rejoint notre aventure en embarquement immédiat. Un projet un peu fou de partir chaque semaine dans un pays du monde à la rencontre de ceux, entrepreneurs, sportifs, artistes, qui ont décidé de faire de leur passion, de leur rêve ou de leur vision un objectif de vie. Ouvrir une crêperie à Los Angeles, réinventer la mobilité propre de demain à Barcelone, créer son centre de CrossFit à Ibiza ou traverser l'Atlantique à la rame. Avec chaque invité, nous évoquons leur parcours, leurs projets actuels et futurs, mais aussi leurs peurs, leurs doutes. C'est découvrir avec eux ce fameux point de bascule où l'on sort de sa zone de confort pour affronter l'inconnu. On a tous des rêves, avoir un impact sur le monde ou être simplement épanoui et heureux au quotidien. Mais on fait tous face à des obstacles, des défis quand on se lance. Ça a été le cas pour nous, ce fut le cas pour nos invités. Alors je ne sais pas quels sont vos rêves, quelles sont vos passions, quelle est votre vision, mais si nos rencontres peuvent vous aider à les accomplir, alors notre objectif sera atteint. Je retiens en tout cas de toutes ces rencontres la même inspiration. Rêvez en grand, je vous le souhaite. Si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est important pour faire vivre Embarquement immédiat. On compte sur vous. Embarquement Media avec Sébastien Marion. Je suis arrivé à Barcelone où je vais à la rencontre de Sébastien Marion, le fondateur du portail immobilier espagnol Casas. J'évoque avec lui ses réussites, ses échecs et je dois le dire sans faux semblant, ce qui est super agréable. Il revient sur la croissance de sa start-up, ses stratégies marketing et d'innovation. On évoque également 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, son engagement collaboratif et comment il fait vivre l'expérience client de Casas. Sébastien Marion, après un parcours universitaire à Grenoble, Oxford, puis l'université du Kent, revendra sa première entreprise à King, avant d'investir dans plusieurs start-up de l'écosystème de la French Tech à Barcelone. Mais il a surtout investi dans l'immobilier, ce qui le poussera à créer Casas avec pour ambition d'être le portail immobilier numéro 1 en Espagne. Il nous a donné rendez-vous passé H de Gracia, où nous avons enregistré de manière originale cet épisode puisque nous sommes dans le camion vitrine showroom de Casas, en plein centre de Barcelone. Allez, sans plus attendre, suivez-nous en embarquement immédiat avec Sébastien Marion. On se retrouve à Barcelone, en plein centre de Barcelone. On est passé à de Gracia, pas loin de la Plaça de Catalonia, dans un endroit typique, un peu marrant, puisqu'on est dans un camion vitrine, voilà, où on fait l'entretien, en pleine avenue. Donc les gens nous regardent un peu bizarrement, c'est assez marrant. Je suis à la rencontre de Sébastien Marion, qui est le CEO, le fondateur de Casas. Il va nous expliquer tout son concept sur l'immobilier, qui est super intéressant, et puis son parcours. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bon, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et nous expliquer ton parcours avant d'être à Barcelone et puis après les raisons qui t'ont poussé ici ou qui t'ont tiré ici, je sais pas. Ouais. Et ton parcours et puis ce projet de Casas qui est super intéressant et puis aussi les investissements que tu as fait dans d'autres startups qui sont ou d'autres entreprises de la tech. OK, avec plaisir. Bah écoute, moi si tu veux, j'ai un profil technique à la base. J'ai fini mes études en informatique et en fait j'ai fait un doctorat en informatique en Angleterre et c'est là que j'ai créé ma première start-up parce que j'ai toujours été un petit peu attiré par la création d'entreprises et donc j'ai monté ma première start-up qui au final a migré à Londres. Juste pour te couper, t'as fait l'université du Kent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc à Canterbury. Ouais. Et donc j'ai monté ma première boîte là-bas, ma première boîte qui s'est royalement vautrée. T'avais quel âge là à cette époque-là? T'étais tout jeune, non? Ouais, 23 ans. 23 ans, ouais. Et c'était quoi le concept? En fait, c'était simplement une agence de développement, si tu veux, de site web. D'accord. Et en fait, j'avais un de mes partenaires était sri-lankais et donc on s'est dit tu sais quoi, on va les faire développer au Sri Lanka, comme ça sera pas cher et du coup on va se faire
plein de pognon. Ouais, bon. Là, c'était un business plan monté au bar avec des bières, c'est ça? Ouais, c'était la version naïve, quoi. Ouais, c'est ça, très quoi. Naïve, du mec qui a pas d'expérience et qui, voilà. C'était à l'époque aussi, il y a plein de boîtes qui se sont montées comme ça, sur de la création de sites web, assez ouais. facile, voilà, certains les créaient même pas d'ailleurs, Non, exactement. Nous, ce qui s'est passé dans notre cas, c'est qu'on est arrivé déjà beaucoup trop tard. Il y avait beaucoup de gros players, il y avait beaucoup de players, il y avait énormément de players. Je veux dire, tout le monde faisait des sites web. En plus, on a commencé dans une région où il y avait personne, il n'y avait pas de demande. Ouais. Et en plus, on a commencé à employer des mecs avant même d'avoir des contrats. Bref, on a tout fait à l'envers. Et bon, voilà. Et puis ça n'a pas marché. On n'a jamais réussi à trouver assez de clients. Donc là, c'était une expérience de quoi, de 1 an? Ouais. Puis après, si tu veux, on a monté une nouvelle boîte avec d'autres amis. T'as vécu ça comme un échec à l'époque ou c'était pas si grave que ça, ou c'était une expérience? Tu l'as vécu mal? J'ai cramé du pognon. Ouais, d'accord. Non, c'était un échec, ouais. D'accord. C'était un échec, bon. Mais c'est intéressant. Après, c'est de savoir ce qu'on en tire, et puis voilà, complètement. L'important, c'est d'apprendre. J'ai appris beaucoup. Ouais. Et puis voilà, il y a certaines erreurs que depuis je n'ai pas refaites. C'est clair. Comme quoi? Comme démarrer tout seul, démarrer sans marcher, c'est ça, non? Ouais. Bah ouais, non, mais d'abord c'est ça. Alors les leçons, c'est ça, c'est typiquement assure-toi que tu as un marché avant de commencer quelque chose. Ne fais pas la même chose que les autres pour la 20e fois sans avoir de valeur ajoutée, ça ne sert à rien. Et puis ne recrute pas les gens avant même d'avoir de la demande, quoi. À moins, enfin, en tout cas dans un business de service. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est des expériences qui font avancer en tout cas. Ouais. Non, donc ça t'a pas découragé, puisqu'après derrière t'es reparti sur. Toi, tu te voyais pas salarié, alors pas trop, parce que là t'es parti sur une première expérience d'entrepreneur, une deuxième. Ils faisaient quoi tes parents? Bah, Ils font quoi d'ailleurs? Mon père était enfin pendant beaucoup d'années il était, si tu veux, représentant, comment ça s'appelle, représentant tu sais, du voyage là, comment sur la route, représentant de commerce, oui, VRP. VRP, voilà, c'est ça. Il était VRP pendant des années, et puis sur la fin de sa carrière il a été agent immobilier. D'accord. Donc c'est un petit peu ce qui m'a amené dans le monde immobilier, donc maintenant par rapport à ce que je fais maintenant. Puis ma mère, elle était directrice d'une crèche. D'accord. Donc pas d'entrepreneur dans ta famille non plus qui t'aurait dit je veux faire que ça, quoi. Ça a été vraiment, c'est quelque chose que t'avais en toi plutôt, quoi. Ouais, c'est quelque chose que j'avais en moi, et puis j'ai toujours aspiré à faire peut-être quelque chose d'un peu plus gros, un peu je sais pas, qui sort un petit peu des sentiers battus. Qui se démarque. Laisser une trace. Ouais. Donc première expérience, bon, un peu à l'eau. Deuxième expérience du coup. Alors la deuxième, en fait, elle a commencé. La première, t'étais avec un pote déjà, c'est ça, non? Ouais. Vous étiez à deux. On était trois. On était trois. Une autre leçon d'ailleurs, c'est que fais attention à qui tu choisis comme partenaire, parce que nous typiquement ça s'est mal passé avec un partenaire qui ne tirait pas son poids, on va dire. Et le problème, c'est que quand tu as trois partenaires et que tu en as deux qui travaillent, tu peux tenir ça pendant 6 mois, mais tu tiens pas ça à l'infini. Donc c'est super important de choisir les bons partenaires, et en plus de choisir les bons partenaires, il faut que tu mettes en place dès le début des mécanismes de séparation au cas où. C'est-à-dire s'il y en a un qui veut partir ou qui fait pas son boulot ou quoi, comment est-ce qu'on lui rachète ses parts? C'est un contrat d'associé, quoi. Il faut prévoir au départ. Je pense que c'est super important de se dire, voilà, on va déjà faire un contrat d'associé pour prévoir déjà les cas de départ et les cas où ça se passe mal, et au moins c'est bordé, quoi. Mais mais en fait, non, mais au début tu le fais pas, hein, les premières mois. Moi j'ai fait pareil, les premières boîtes tu le fais pas au début, hein, de toute façon. Mais en fait c'est super important parce que la vie fait que un jour ou l'autre ça se passera, parce que peut-être que ton partenaire il aura des gamins et il aura plus envie de faire la start-up, peut-être que tu vois, enfin voilà, la vie se passe, et du coup c'est vachement important d'avoir des mécanismes en place à la base. Et puis peut-être que toi t'en as marre, tu vois. Donc il faut avoir les mécanismes en place, histoire qu'il n'y ait pas trop de friction le jour de la séparation. Super enseignement. Donc cette deuxième boîte, alors, donc t'as bien choisi tes partenaires, je suppose, du coup. Mieux ce coup-ci. C'était pas les mêmes. Mieux ce coup-ci. Mais en fait, la deuxième boîte, je l'ai commencé un petit peu c'était pas après que la première ait coulé, c'était, si tu veux, entre chemin. D'accord. Donc en fait, j'ai lancé un petit peu de boîtes en même temps, même si la deuxième a commencé plus tard que la première. Et puis, il y a un moment, effectivement, j'ai vu que boîte numéro 1 ne fonctionnait pas, et donc je me suis concentré sur boîte numéro 2. Et puis voilà. Et donc ça, on l'a monté effectivement à l'université aussi, avec deux amis du doctorat avec qui on partageait le bureau. Et puis. Alors c'était quoi
Alors, l'idée? à la base, l'idée, c'était de donner aux gens le contrôle de leur communication. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que aujourd'hui et déjà à l'époque, tu avais énormément de manières de communiquer. Tu avais ce qui était SMS, tu avais les Yahoo Messenger, tu sais, tu avais toutes les messageries instantanées, Yahoo Messenger, Je me rappelle. AIM, ICQ, machin, MSN. Tu avais déjà LinkedIn, tu avais fait déjà Facebook, tu vois, tu avais tout plein de trucs. Email, bien sûr. Et alors, du coup, le problème, c'est que quand quelqu'un veut te contacter, cette personne doit être au courant de tous tes différents modes de communication et c'est la personne qui te contacte qui choisit. Oui. Sauf que c'est pas forcément ce qui... Je faisais le vecteur de communication sur lequel Voilà. il veut te contacter, mais c'est pas celui que tu regardes forcément tout le temps, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ouais. Et puis il y a le fait aussi que quand c'est ta famille qui te contacte, t'as pas forcément envie de te faire contacter de la même manière que quand c'est un vendeur, que quand c'est Oui, bien sûr. tu vois, un ami, bon bref. Et du coup l'idée c'était un petit peu de te redonner à toi le contrôle de tes communications en disant bah écoute, moi si je veux envoyer un message à Charles, j'envoie un message à Charles et Charles il décide comment il le reçoit selon si je suis un ami, selon si je suis du boulot, selon si je suis famille, tout ça. C'était un petit peu comme les cercles de Google, mais avant les cercles de Google. Voilà, donc ça c'est avec ça qu'on a commencé. Donc là, il y avait un peu de tech derrière ça, il y a un peu d'algorithme il y avait à énormément de l'époque. tech, ouais. Et puis alors là, on a fait énormément d'erreurs aussi. Là, la grosse erreur qu'on a fait, c'est qu'on a fait, je sais pas comment l'expliquer, je le dis en français, mais c'est over-engineering. On a développé un truc beaucoup trop loin, beaucoup trop complexe, sans jamais lancer. Genre au bout de 2 ans et demi, on s'est dit putain, ça devient quand même compliqué ce truc. On va faire comment? Et en fait, il y avait plein de trucs qui marchaient à moitié, mais rien qui marchait très bien. Et donc, Alors que t'aurais dû faire ça aurait été bien de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, voilà, de faire une Exactement. première V1 qui est une V1 un peu light et puis après de progresser sur l'expérience, quoi, en fait. Hein. Exactement. Donc ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le mouvement Lean Startup n'existait pas, et donc si tu veux, on tâtonnait quoi. On n'avait pas de modèle de création d'entreprise, et donc voilà, on a fait ce qu'on pouvait, mais on a fait des erreurs. Maintenant, forcément, je le ferai jamais comme ça. Et ça fonctionnait? Alors, non. En fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, déjà, on l'a jamais vraiment lancé. Et ensuite, en 2009, on est allé dans un accélérateur qui s'appelait Seedcamp. Ça existe toujours, Seedcamp, mais le format est très différent. Maintenant, c'est plutôt juste un investisseur. Mais en fait, à l'époque, ils avaient Seedcamp Week, et donc, tu passes une semaine à te faire Chaîne, c'est ça, ouais. Si tu veux, par des entrepreneurs, des mecs du marketing, des mecs de tout ça. Et donc on a appris beaucoup, et en plus en 2009 il y a eu la crise financière, et bon, lever de l'argent impossible, sachant qu'en plus de toute façon on était franchement pas assez mature pour lever de l'argent, soit pouvoir montrer que t'étais bon quoi. Et, objectivement on n'y était pas. Et donc du coup on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que va falloir gagner de l'argent quoi. Je veux dire, on avait plus de sous. On avait tout dépensé, et donc du coup ce qu'on a fait, on s'est dit bon, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent, et donc on a essayé de retourner le business un petit peu pour faire du B2B. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne chez nous qu'on peut réutiliser pour faire du B2B. Et du coup on a développé, parce qu'on avait déjà développé beaucoup de technologies à l'époque sur tout ce qui est messages instantanés, et donc on avait cette possibilité d'envoyer des messages à tous les gens sur messages instantanés, et c'était vachement complexe comme technologie. Et on s'est dit bon, est-ce qu'on peut revendre ça à des jeux vidéo peut-être qui ont le genre de public qui utilise les messages instantanés. Et du coup on a commencé à vendre le service, et malheureusement on a eu des clients. J'aime bien, malheureusement. C'est ce qu'espère tout le monde, mais. Bah ouais, mais en fait le problème c'est que on a eu des clients mais pas assez. Du coup, le fait d'avoir des clients te donne espoir et fait que tu investis dans ta technologie, que tu la maintiens, et que tu essayes d'améliorer les choses, mais tu pars sur une fausse piste. Et donc en fait nous c'est un petit peu ce qui s'est passé, et on n'a jamais vraiment réussi en anglais ils appellent ça cross the chasm, enfin, si tu veux, il y a un moment t'as un gros fossé si tu veux entre les early adopters et les early adopters et les late adopters, et ce fossé en fait on n'a jamais réussi à le passer. Et donc c'est là qu'on s'est dit bon, oui, trouver une passerelle en fait. Voilà. C'est ça, on n'a jamais réussi à trouver la passerelle. Et donc après on a de nouveau recherché un petit peu, tâtonné un peu, et on s'est dit bon bah maintenant qu'on a développé ce CRM qui envoie des messageries instantanées, peut-être qu'il faut se rendre à l'évidence, les messageries instantanées c'est pas le futur, et le futur il est social. Et donc on avait toujours été un petit peu anti-social, mais on s'est rendu compte que bon, a priori le social c'est fait pour rester.
Et du coup, on a changé un petit peu notre truc pour se recadrer sur tout ce qui est social. Et donc, on a développé le premier CRM social. Voilà. Et puis après ça, Donc ça consistait en quoi? C'est-à-dire que vous le vendiez aux entreprises, c'est ça? Ouais, on le vendait aux entreprises. Et donc, on avait de beaux clients. Hein. On avait Universal Music, on avait Sony Music, on avait la BBC, on avait plein de clients. Mais c'était compliqué quand même parce que... donc ça, c'était un CRM typiquement. À chaque fois que tu installes une application Facebook, ça te pompe toutes tes données. Et puis après, l'entreprise peut t'envoyer des messages personnalisés. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc typiquement... mais au début, c'était galère parce que les applications ne pouvaient pas envoyer de notifications sur Facebook, alors que nous, on avait leurs données sur Facebook. Et puis un jour, Facebook a ouvert ce créneau, et là, du coup, on était les premiers, les seuls. Et ça, on a vraiment fait un carton. Et là, on s'est redirigé vers le monde des jeux vidéo en ligne. D'accord. Parce qu'à l'époque, on avait déjà quelques jeux vidéo en ligne, mais le problème, c'est qu'ils ont un challenge très différent. Dans le sens où il y a énormément d'utilisateurs, mais qui valent pas grand-chose. Alors que les marques, elles ont moins d'utilisateurs, mais qui valent plus. Donc on a hésité à faire ce changement, mais une chose qu'on s'est rendu compte, c'est que voilà, les jeux vidéo, c'est des startups, et eux, ils vont vite. Ils aiment ton truc, ils te le payent. Boum. Alors que les grands comptes, et des fois, il faut... Universal Music, il nous a fallu 2 ans pour ça. Puis entre-temps, le mec que tu piges depuis 18 mois, il s'en va, il change de boulot. Oui. Tu repars à zéro. Donc voilà, donc si t'as le choix, c'est mieux de travailler avec des entreprises un peu plus petites. Et puis voilà, et donc du coup après, voilà, donc on s'est redirigé vers le marché des jeux vidéo et là on a vraiment fait un carton. C'était ton domaine, toi, le jeu vidéo? C'est quelque chose Non, c'était pas mon domaine. Après, pas plus que ça. Moi j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Depuis que je suis jeune, je joue, mais tant de ça, j'avais pas d'expérience particulière. Donc là, c'était quoi là? C'était les boîtes de jeux vidéo qui vous achetaient le système qui leur permettait de communiquer avec les joueurs, c'est alors ça? si tu penses Directement? à des jeux vidéo en ligne, tu sais, à l'époque Farmville, machin, ce genre de truc, ou même Candy Crush, tu vois, qui a fait un gros carton sur Facebook. Bah ils ont pas de, enfin, en tout cas avant nous, ils avaient pas de manière de réengager leurs utilisateurs sur Facebook. D'accord. Donc nous on est arrivé, on a permis de faire ça assez facilement, et puis les jeux vidéo, ça a très très bien fonctionné. Vous la développez, vous êtes arrivé jusqu'à quel chiffre d'affaires à peu près, quel business? Sur la fin, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Puis en fait, Et là, vous étiez plus étudiant là. La boîte. non, Oui. c'était sérieux. Ouais. On avait une quinzaine de personnes. Et puis on a approché King en fait, donc le fondateur de Candy Crush. C'est vous qui les avez approchés? Ouais, on les a approchés pour essayer de leur vendre le service. Et puis ils ont fait un essai. Puis un jour ils nous disent, les gars, vous êtes combien en fait dans votre boîte? On fait 15. Et ils font bon. T'as envie de dire 50 quoi pour montrer que t'es super con. Et ils disent bon, et si on vous rachetait, ok, bah écoutez, c'est une question de chiffres après. Hein. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après, ils nous ont racheté. Ça a été rapide? Non, c'était 6 mois horribles. 6 mois de négociations. Ouais, parce qu'ils ont étudié tous vos comptes, ils ont regardé tout. Ouais. Ou c'était plus des négociations sur le prix? Il y a eu tout, si tu veux. Il y a forcément eu de l'étude de compte, de machin, de trucs, mais de contrats, de machin. Et puis après, des contrats qu'on avait nous avec nos clients, études de ça. C'est quoi, c'est une boîte américaine ça? King, à l'origine? C'est anglais? Alors à l'origine c'est suédois. Ouais, à l'origine c'est suédois. Maintenant le QG est plus à Londres. Ouais. Ouais. Donc des process anglo-saxons quand même. Ouais. Et en fait c'est, mais le pire pour nous si tu veux, c'est d'abord de se mettre d'accord sur un chiffre, c'est une chose. Alors là je veux dire, on y a passé des semaines. Et puis même une fois qu'on s'est mis d'accord sur le chiffre, en fait, se mettre d'accord sur le contrat, c'est une horreur parce que tu passes tellement de temps à faire ça, tu fais que ça. Et quand je dis tu fais que ça, c'est pas, enfin, c'est tous les fondateurs faisaient que ça. Ouais. On était trop. Et tu bosses plus sur ta boîte après, quoi. Voilà. À côté, et donc on a passé 6 mois à négliger la boîte. Et tu vois, au bout de 6 mois, on n'avait toujours pas de garantie qu'ils allaient acheter, quoi. Et là, on se dit, tu sais quoi, s'ils décident de pas acheter, on est vraiment dans la panade. Et bon, on a eu de la chance que c'est allé à terme et qu'ils ont honoré leur prix. C'était quel prix? Tu peux le dire aujourd'hui ou ouais? Pas mal, sur une idée de départ, vous ne croyez pas forcément, c'est pas mal. Non, on s'en est bien sorti. Et puis, sans avoir levé beaucoup d'argent au final, donc on s'en est bien sorti. Par contre, c'était 7 ans derrière. Les 5 premières années où on a vraiment eu du mal. Je veux dire, on fait avec 1 000 euros par mois. C'est ce que c'est qu'un entrepreneur qui galère. C'est dur et en même temps, tu vois tous tes autres amis qui sont allés faire du corporate, qui gagnent beaucoup d'argent, et tu te dis putain, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. C'est toujours ça, hein. En fait, tu vois toujours
les entrepreneurs qui ont plutôt fait des études supérieures, tu vois, et qui commencent et qui galèrent, font une boîte, font 2 boîtes, ils galèrent, et ils voient leurs potes qui sont dans les staffs des grandes boîtes et qui ont déjà la grosse bagnole et tout, et tu te dis, il y a un moment, même si, voilà, c'est pas ce qui fait que tu vas être heureux, mais en tout cas, tu te positionnes et tu te dis, merde, j'ai fait le bon choix, j'ai pas fait le bon choix, il y a un moment, tu te poses la question, quoi. Les soirées d'anciens potes, tu te poses la question, et toi, tu fais quoi? Et donc, du coup, il y a eu quoi? Et t'es resté dans la boîte, vous êtes resté dans la boîte quoi, 2 ans après? Il y avait un protocole qui vous demandait de rester, d'accompagner. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand ils nous ont racheté, nous on leur a vendu un CRM du coup, et ils nous ont envoyé à Barcelone où ils avaient leur équipe CRM. D'où Barcelone, c'est là qu'il est arrivé à Barcelone. En fait. Et à Barcelone, ils m'ont demandé de rester un minimum de 2 ans. Donc 2 ans, alors tu me l'expliquais ça, 2 ans quand même difficile. Enfin difficile où tu te fais un peu chier. Ouais, puis t'arrives dans un environnement qui est pas le même. Dans ta boîte, tu vois, bon. Quand tu fais quelque chose, tu vois, ça a un impact, c'est une première chose. Mais surtout, les gens avec qui tu travailles, ils ont cet esprit aussi, un esprit start-up. Quand tu arrives dans une grosse boîte, c'est pas la même dynamique. Les gens, à 5h du soir, ils rentrent chez eux. Que le système, il marche ou il marche pas, ils s'en foutent. Tu vois, c'est pas du tout la même... C'est pas ta vision, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est 2 ans où tu te ronges un petit peu les doigts. Mais... Bon, t'as tenu 2 ans. Bon, t'étais obligé. Voilà, j'avais pas trop le choix. Mais du coup, t'as pu développer des choses dans cette filiale-là, enfin vous avez été intégré totalement ou c'était complètement. Votre marque a disparu, vous étiez intégré complètement. On a intégré le système dans le checking et puis après on a continué à développer le système, quoi. Donc le système a continué à s'améliorer si tu veux, mais même avec une équipe qui était 2 fois plus grosse, on allait 2 fois moins vite, quoi. Il y a tous les meetings, tous ceux qui veulent avoir une opinion sur tout. Pendant ces 2 ans, donc tu as découvert Barcelone du coup, avec l'envie de rester, l'envie de créer quelque chose, parce que pendant 2 ans tu commences à te dire, bon je fais quoi? 2 ans c'est long mais c'est court, tu te dis je fais quoi derrière, c'est quoi mon projet? Ouais, exactement. Parce que t'avais un peu d'argent, t'as investi dans des boîtes à l'époque. Alors j'ai investi dans Yego, donc ça c'est qu'on a rencontré d'ailleurs. Voilà, parfait, ouais. Donc super boîte de scooters partagés à Barcelone. T'es arrivé à quel moment toi de Yego? Parce que eux c'est pareil, ils ont démarré avec un scooter, ils ont démarré même sans scooter. Quand on parlait de clients, ils ont même démarré, ils ont lancé l'application sans scooter d'ailleurs au départ. Non mais c'est ça, mais moi j'étais là au tout début, hein. J'étais là, en fait je les ai contactés parce que je trouvais le système cool. T'as été utilisateur toi au début, hein, c'est ça? Mais non, mais parce qu'en fait tu pouvais même pas être utilisateur au début quand je les ai contactés. Et parce qu'en fait j'avais l'idée, en fait je me suis dit putain ça serait cool quand même d'avoir des scooters en libre service. Et je me suis dit je peux quand même pas être le premier à avoir cette idée là, et j'ai commencé à chercher, et donc Yego commençait juste à faire un peu de pub, et ils avaient un scooter qui était un prototype, ils avaient toujours pas lancé le service, et je leur ai dit écoutez les gars, peut-être que je peux vous aider, tu vois. J'ai appris 2-3 trucs avec mon ancienne boîte, et puis voilà, donc on s'est rencontrés. Je les ai aidés un petit peu pendant 1 an, et puis après ils ont levé leur premier tour. J'étais le premier investisseur, c'est moi qui ai l'idée le tour pour le coup. Parce que là c'était que des business angels au début, hein, je crois, c'est ça. Hein. Voilà, super boîte. Et t'as pas voulu y rester, toi? T'avais pas ta place là-dedans, ou tu sentais pas partir sur ce projet-là? Non, mais enfin, je sais pas, l'opportunité c'est pas forcément présenté, mais à la base je suis un fondateur. Pour moi, me greffer sur quelque chose, je pense que c'est difficile. T'as besoin de créer, que ce soit ton idée, de créer, ouais, c'est ça qui te fait triper, quoi. Pas le même niveau d'énergie quand c'est ton idée, c'est ton truc, quoi, et que c'est toi qui diriges. Et donc, je sais pas, j'ai peut-être un rapport difficile avec l'autorité. Bon, t'as peut-être bien fait de pas être salarié, du coup. Non, c'est dur pour moi d'être salarié, effectivement. Ouais. Donc là, les 2 ans se terminent. Tu te dis quoi? Tu te dis on reste à Barcelone, on part, on fait autre chose? Parce que là, t'étais marié déjà? J'étais marié, et puis j'avais eu ma première fille. En fait, après avoir vendu la boîte hacking, on s'est dit bon, si on fait un gosse, c'est maintenant. Hein. Pendant les 2 ans là, voilà. Et puis après, du coup, attends, c'est quoi ta question? Ma question c'était, te dire voilà, tu finis tes 2 ans. Enfin, tu finis, moi aussi j'ai du mal. Tu finis tes 2 ans et tu te dis voilà, je reste à Barcelone, je crée ma boîte, quelle était l'idée? C'était exactement la question. Effectivement, on a réfléchi à bouger à plusieurs endroits. On a réfléchi à Singapour, on a réfléchi à San Francisco. Sydney nous intéressait beaucoup aussi. Mais au final, on s'est dit, tu sais quoi, en fait, la qualité de vie à Barcelone elle est tellement élevée que pourquoi ne pas rester ici, quoi. Et puis pour les startups, c'est pas Londres, clairement, mais ça se développe. On a décidé de rester là, quoi. Et du coup, point de vue
Point de vue professionnel, effectivement, je me suis posé la question qu'est-ce que j'allais faire. Alors, je comptais rester en vacances un peu plus longtemps que ce que j'ai fait au final, mais il y avait cette idée qui me taquinait depuis un petit bout de temps dans l'immobilier parce qu'en fait, avec ma femme, Elle est architecte, ta femme, c'est ça, hein? Ouais. les 2 premières années, on achetait, on rénovait et on revendait des. Et puis, Parce qu'il y a un marché immobilier qui bouge quand même beaucoup à Barcelone. Alors, je sais pas, les prix ont beaucoup monté quand même, hein, donc sur l'achat. Mais en tout cas, c'était quand il y a 10 ans du coup, non moins que ça quand même. quoi, la crise? Non. Non. Quand t'as fini les 2 ans. Ah non, c'était en 2000. Il y a 2-3 ans. Ouais, c'est ça. En 2016, ouais. Ouais, 2016. Donc le marché commençait déjà à monter un peu. Donc, mais bon, il y a beaucoup de quartiers qui sont rénovés. Il y a beaucoup. Tu sens que ça bouge quand même beaucoup et qu'il y a sur l'immobilier, il y a des choses à faire. Donc ça, c'était ton deal c'était quoi? C'était racheter des appartements, de les restaurer, de les revendre? Pas d'en faire un parc locatif forcément. Bah au début, si un peu, mais. Un peu de Airbnb, non? Non, Airbnb, non, c'est trop de boulot. Mais bon, il y a un moment, j'étais à court d'argent. Donc là, il y a un moment, tu peux plus simplement acheter pour louer. Donc du coup, on a acheté pour rénover et revendre. Faire une plus-value au passage, quoi. Et du coup, maintenant, ma femme se dédie à ça. Mais du coup, on a fait le processus tellement de fois que, en fait, ça me rendait complètement cinglé de voir quels étaient les leaders sur le marché de l'immobilier. Ou les portails leaders. Parce que quand tu veux acheter un appart ici, alors soit tu fais toutes les agences une par une. Ouais. Ou soit tu vas sur Idealista, parce que c'est celui qui te trust quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme il y en a Photocasa aussi. Ouais. Mais ils font un peu pareil quand même. Mais... Et avec une expérience client qui est, c'est un peu ton constat, en tout cas ce que tu en as ressorti. C'est une expérience client qui est un peu douteuse, je pense. Disons que c'était très très bien à l'époque. Hein. Je veux dire, quand ils ont monté le truc en 2005, c'était génial, quoi. Mais maintenant, c'est daté d'un point de vue de l'expérience utilisateur, mais surtout de la qualité des données. C'est-à-dire que tu vas avoir le même appartement répété 5-6 fois, mais à des emplacements différents et à des prix différents. Mais c'est le même appartement. Et puis après, tu as toutes les fausses annonces. Et du coup, tu passes ton temps à te demander, mais est-ce que cet appartement, il est vrai ou il est pas vrai? Est-ce qu'il est vraiment là ou est-ce qu'il est vraiment pas là? Et alors du coup, tu commences à explorer sur Google Maps, à te dire putain, peut-être que cet appartement il est là en fait. Et c'est une horreur. En 2020, ça devrait pas être l'expérience. Quand tu compares à un Airbnb, tu vois, ça n'a rien à voir. Un Airbnb, tu y fais confiance. Je pense que c'est la base de la confiance, hein, c'est ça. Les photos se donnent pas forcément confiance, ça donne pas envie d'acheter déjà. Et voilà, le site est pas c'est pas super ergonomique, hein, donc. Et après, c'est vrai qu'il y a pas mal de fausses annonces. Récemment, ils ont démantelé une mafia de gens, si tu veux, d'arnaqueurs, si tu veux, qui mettaient des fausses annonces sur les sites et essayaient d'arnaquer ceux qui voulaient soit louer, soit... Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, de cette expérience-là, tu t'es dit, toi, de toute façon, qui cherche des idées tout le temps, tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ça. En fait, j'en avais vraiment marre de passer mon temps là-dessus parce que, ma femme les utilise tous les jours, ces sites-là. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse mieux, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Cassaz. D'accord. Donc, tout seul au départ, avec des associés? Ouais, alors en fait, j'ai commencé tout seul, mais très rapidement, j'ai un ami qui m'a rejoint, Driss. Donc, lui, il était à New York à l'époque. Lui, il avait aussi vendu une boîte, d'ailleurs, pour le coup. D'accord. Il était donc à midi d'université en France. Donc, il est venu travailler sur le projet avec moi à Barcelone. Ça a été très difficile de le convaincre. Il a fallu passer une semaine en République Dominicaine à faire du kitesurf. Bon, ça va, il y a pire. Il y a pire. Donc il est venu nous rejoindre, voilà, et puis après on a monté ça un petit peu ensemble. Il y a une partie tech importante. Ouais. Vous allez chercher les annonces parce que en fait c'est un site vitrine avec les annonces, enfin avec les ventes des agences, c'est ça? Et vous allez chercher directement dans le site des agences ou c'est eux qui vous recréent les annonces à chaque fois? Comment ça se passe? Ouais, alors au début on faisait beaucoup de porte-à-porte, directement voir les agences, et puis elles mettaient en ligne, si tu veux, leurs annonces manuellement. Mais rapidement on est passé à un système avec une intégration technique, si tu veux, donc avec un fichier XML typiquement, et donc ils ont toutes leurs propriétés dessus, et donc nous on récupère ces fichiers XML, on les traite et puis on met en ligne les annonces. Ouais. Vous les revérifiez derrière? Ouais, vous revérifiez. C'est quoi votre critère qualité derrière ça? Ce qu'on veut éviter, nous, c'est d'un, les fausses annonces, et de deux, les faux emplacements, et de trois, les duplicats. Donc on vérifie toujours donc on vérifie par rapport à l'adresse, on vérifie toujours sur le cadastre, pour vérifier que les mètres carrés soient similaires. Et puis on dit à l'acheteur, on lui dit, écoute, le vendeur il dit que c'est tant de mètres carrés, le cadastre il dit que c'est tant de mètres carrés, toi tu te débrouilles, mais au moins tu as l'information, que sur les autres sites tu l'as pas. Et puis comme on a l'adresse précise, nous on demande toujours l'adresse précise, ce que les autres sites n'ont pas. Non seulement ils ne l'affichent pas, mais d'abord ils ne l'ont pas. Et alors que nous on a toujours l'adresse précise, même le numéro de l'appartement, simplement on ne peut pas le montrer parce que là on n'aurait pas de clients, mais on le met toujours, l'emplacement sur la carte est toujours très précis. Ouais, enfin une ou deux portes, hein.
Voilà. Parce que pour moi c'est super important, parce que si tu as un appart qui est ici là où on est, ou à 200 mètres, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, c'est clair. donc pour moi c'est super important, et donc ça c'était l'un des trucs de base de Cassaz. Et du coup on vérifie aussi tout si c'est un duplicat, parce qu'on a l'adresse précise. Après on a aussi pas mal de systèmes qui vérifient par rapport aux photos si c'est des duplicats, tout ça. Donc on a pas mal de systèmes en place pour s'assurer de la qualité de l'annonce. Et là, le travail après, c'est de générer du flux. Ouais. Générer du flux, c'est référencement naturel, vous achetez des mots-clés. Ouais. Alors, il y a beaucoup de travail de marketing, donc on essaie de se positionner effectivement sur Google, même si objectivement, aujourd'hui, on est nul. On est nul, mais en même temps, on le sait, ce qui est déjà pas mal. Et donc là, on a effectivement embauché une agence de SEO depuis le mois de septembre là, pour y revenir. D'accord. Ouais. Tu voulais pas intégrer forcément quelqu'un qui puisse le faire en interne alors, il faut trouver les bonnes personnes. Il faut le développer en interne, mais la stratégie, si tu veux, je pense que c'est pas plus mal que ce soit une agence qui fait que ça, qui la mette en place. Quoi. Mais après, l'exécution, elle est en interne. Ouais. Et donc voilà, donc là on travaille dessus, mais après il y a aussi beaucoup de travail sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et puis ce camion, le camion. C'est un vrai vecteur de communication. Donc vous pouvez pas le voir parce que c'est un podcast, mais donc c'est un camion vitré, dans lequel il y a un salon. On publiera les photos d'ailleurs, dans lequel il y a un salon, voilà, comme si on était chez soi. Et ça permet d'attirer l'œil. Et ce camion, il se promène dans tout Barcelone pour attirer du flux, quoi, pour générer du flux. De toute façon, c'est ça. Hein. C'est ça. Pour faire de la pub, en fait, on s'est dit que c'était pas une mauvaise idée par rapport à investir dans une campagne de métro qui, au bout de 2 semaines, t'as plus rien. Comment t'as eu l'idée ? Mais en fait, on était constamment en train de se creuser les méninges en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ouais, d'original, parce qu'au final, on n'avait pas un budget énorme. Et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent ? Et donc voilà, puis un jour, cette idée est venue, et tiens, si on avait un camion, machin. On a réfléchi à même avoir des bus à 2 étages, enfin des trucs un peu originaux. Et puis au final, on a décidé d'y aller avec ce camion, et donc on l'a fait littéralement sur mesure parce que ça n'existe pas. Et donc voilà, donc ça c'est un bon camion en vitrine, effectivement, il se promène dans la rue, mais aussi on en profite une fois par semaine, on fait aussi des interviews d'agents immobiliers, d'avocats. Que vous publiez sur YouTube, vous avez fait des sur votre site, ouais, sur YouTube, sur le blog aussi. Et donc c'est bien parce que d'un, ça peut intéresser les acheteurs potentiels, mais de deux, tout le monde aime bien quand on parle d'eux, et forcément quand on parle d'eux, ils parlent de toi, donc tu vois, c'est voilà. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors aujourd'hui, on a des chiffres qui sont finalement en train de... C'est vrai ? Ouais. Là, on a eu un très bon mois de décembre, un très bon mois de janvier. Très bon mois de décembre, on a rentré nos plus gros clients, on a rentré des mecs comme Rousset, qui ont 3000 appartements. C'est la plus grosse agence en ligne. Et puis là, on travaille avec de gros clients qu'on espère de faire rentrer bientôt aussi. Et typiquement, si tu veux, on a multiplié par 2 le nombre d'appartements qu'on avait depuis septembre. Là, le business model, c'est quoi ? Parce que là, tu me disais, ils vous payent pas l'annonce, hein. Ouais, c'est différent des autres sites. Exactement. Sur les autres sites, tu payes à l'annonce, donc ils ont intérêt à avoir le plus d'annonces possible, même si c'est de la mauvaise qualité, même si c'est du duplicat ou des fausses annonces. Nous, on se fait payer. Nous, c'est gratuit de mettre ton annonce en ligne, et on se fait payer à chaque fois qu'on génère un contact. Ok. Donc sur les leads, en fait. Ouais, complètement. Les leads, ouais. Et comment vous les tracez, ça ? Alors, pour rentrer en contact avec un appartement, soit tu laisses un message sur le site qu'on renvoie, et donc on sait que tu as laissé un message, soit tu passes un coup de fil à travers notre numéro de téléphone, donc on traque ça, et puis tu parles directement à l'agent. Donc là, vous avez un petit plateau qui vous permet de réceptionner les demandes. Donc il y a pas, c'est automatisé, oui. Mais c'est redirigé chez vous. Enfin, c'est redirigé vers l'agence ou ? Non, ouais. Vers l'agence, c'est ça. Oui. Et vous tracez qu'il y a eu un contact, quoi. Voilà. Okay. Et là, vous avez combien d'annonces ? Là, on va finir janvier avec, on va passer les 10 000 là. Là, on est à 9 300 ce matin, mais on sera à plus de 10 000 d'ici la fin du mois. Ouais, ce qui régénère aussi du référencement. Ouais, absolument. Puis surtout, c'est surtout que les acheteurs qui viennent sur ton site sont plus intéressés. Parce que quand t'as pas assez d'annonces, ils se disent tu sais quoi, faut que j'aille voir ailleurs de toute façon. Et puis plus t'as d'annonces, plus ils passent de temps chez toi, et donc et du coup, donc 10 000, vous transformez, ça fait combien de leads, ça, vous savez, non, en pourcentage à peu près ? Là ce mois-ci on va faire 700 leads. 10%, quoi, enfin ouais, 7%, quoi, c'est ça ? Par rapport au nombre d'annonces ? Ouais, en ce moment, ouais. Mais ça, c'est un chiffre qui devrait changer beaucoup. Qui devrait monter, ouais. Parce qu'il y a un moment, le nombre de leads est forcément un facteur du nombre de propriétés que tu as, mais plus tu as de propriétés, plus le nombre de leads
accroît en exponentiel si tu veux. C'est-à-dire que peut-être que tu ajoutes 10% de propriété, mais ça te rajoute 50% de lead, tu vois. Une fois que tu as atteint cette masse critique. Vous êtes combien de personnes là chez vous? Là, on est 14. 14. Tu reviens à tes 15 personnes que tu Ouais, avais. c'est ça, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre en fait. C'est un bon chiffre. C'est quoi les difficultés de recrutement? T'en as trouvé ici? Ouais, bah recruter c'est toujours difficile, Pour mais les profils tech, ça je sais que c'est compliqué. Ouais, tech c'est toujours compliqué, mais Même si Barcelone attire quand même, mais il y a aussi des grosses... alors Barcelone c'est un gros facteur. Hein, Ouais, ça aide mais il y a aussi beaucoup. des grosses boîtes aussi qui attirent avec peut-être des revenus plus importants, je sais pas. Non, Ouais. mais de toute façon c'est toujours compliqué de recruter dans la tech. Maintenant on a de la chance quand même d'être à un stade où on commence à être un peu plus connu, et puis on a un site web qui est mieux qu'avant, et donc maintenant si tu veux les candidats potentiels ils regardent notre truc et ils se disent putain qu'est-ce que ça a de la gueule, et donc on est un peu plus crédible. D'accord. Et vous recrutez aujourd'hui? Bah tu m'aurais demandé la semaine dernière, je t'aurais dit oui, mais ça y est on a trouvé. Donc vous avez quoi comme profil chez vous? Vous avez des gens qui sont sur de la tech, des gens qui sont sur le référencement, du marketing? Alors nous on a beaucoup de marketing, bon marketing ça inclut un petit peu référencement, mais on a 5 personnes dans le marketing, on a maintenant 6 en tech, et puis 2 en vente, et puis moi. Et là vous êtes toujours deux associés? Alors non, alors Idriss malheureusement nous a quitté début d'année dernière, retourné sur Paris, il est tombé amoureux. Et du coup t'es tout seul, t'es revenu tout seul? Ouais, donc là en tant que fondateur je suis tout seul. T'es tout seul. Et vous avez fait des levées de fonds, t'as des business angels, je sais pas. Ouais, on a, je sais plus combien on a une vingtaine de business angels. D'accord. On a levé 850 000, un truc comme ça. D'accord. On se rapproche du million là. Qui permet de faire c'est quoi, c'est de l'achat marketing surtout? Ouais, bah on C'est dépense ça, hein. pas mal en marketing, mais aussi développement, il faut payer les mecs. Comment tu manages tes équipes? T'as l'habitude de manager comment? Ah, C'est toi qui manages? si tu veux, on a des verticales. On a la verticale marketing, et donc ma chef de marketing qui se charge de ça. On a la verticale de vente, et donc le chef de vente qui s'en occupe un peu. Et ensuite la verticale de développement, et donc on a notre lead développeur. Moi, après, toutes les semaines, je me réunis avec au moins le responsable de chaque équipe pour voir les progrès, voir un petit peu où on en est, voir les stratégies, et puis qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Voilà, donc typiquement j'ai un meeting par semaine avec chaque équipe. Après on a un meeting... C'est quoi? C'est des meetings debout? Non, ça c'est... Non, non. celui-là il est assis, mais... Non, mais je veux dire, c'est des formats courts. Bah c'est une demi-heure, 1 heure. Ouais, c'est ça reste des formats courts. Ouais. Mais moi j'ai une politique, ne pas faire de meeting s'il sert à rien, et puis en plus, si tu te sens inutile dans le meeting ou que ça t'intéresse pas, tu t'en vas. Et puis donc j'essaye vraiment de garder le nombre de meetings au minimum, même si bon, petit à petit t'es obligé d'en introduire. Donc, Oui, bien sûr. donc maintenant, une fois par mois, on a aussi le All Hands Meetings où on explique un petit peu, toute l'équipe se réunit pour parler de comment s'est passé le mois, etc. Puis voilà à peu près, mais c'est light. Hein. Pour l'instant, c'est light. Après, ils sont suivis comment? Ils ont des objectifs, t'es sur la confiance? Bah alors la tech, typiquement, il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est surtout une plutôt question des projets, c'est des projets en fait. Ouais, mais parce que tu le sais si ton équipe elle travaille bien ou pas. Mais mettre des objectifs en tech, j'ai toujours trouvé ça compliqué. Parce que typiquement, tu optimises pour le mauvais problème. Si tu dis, moi je veux que tu fasses le plus de tickets possible, tes tickets ils seront faits, hein, mais ils seront mal faits. Si tu dis, moi je veux qu'ils soient bien faits, ils vont être bien faits, mais tu vas pas en avoir beaucoup. Et donc typiquement, je pense que c'est une question de confiance avec tes équipes, et puis de discuter un petit peu à chaque fois qu'on veut améliorer un petit peu d'un côté ou d'un autre, quoi. Vente, c'est beaucoup plus une question d'objectif, effectivement. Ouais. Et puis marketing aussi. Marketing, il y a des KPIs à atteindre. Là, vous avez quoi? Des responsables grands comptes? Vous allez plus chercher les agences une par une maintenant? Non, on fait plus ça. Maintenant, on fait effectivement plus des alliances, donc des alliances avec des réseaux, des réseaux d'agences ou des logiciels, si tu veux, qui sont installés dans toutes ces agences. Voilà, on fait un peu plus comme ça. Et là, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur Barcelone? Vous êtes sur toute l'Espagne aujourd'hui? Sur toute l'Espagne. Ouais, sur toute l'Espagne. Ouais. Ok. Mais vous avez pas si, parce que vous travaillez avec des réseaux, donc vous avez développé sur, du coup, vous rayonnez sur toute l'Espagne, quoi. Exactement. Ouais. Nous, on parle, par exemple, à Engel & Volker, si Engel & Volker, s'ils nous diffusent de partout, on les a de partout. Alors, eux, tu les as rentrés quand? Alors, Engel & Volker, on travaille avec eux depuis un petit bout de temps, mais pas à Barcelone encore. Parce que là, on est sur du haut de gamme, hein. Plus quand même, non? Alors, Engel & Volker se positionne sur du haut de gamme, mais ils n'ont pas que du haut de gamme. D'accord. Mais ils sont gros, ils sont très très gros. Et donc eux à Barcelone, on est sur le point de commencer. Mais on travaille déjà avec des agences, par exemple de CJS, tout ça.
Mais c'était pour donner un exemple. Hein, Oui, mais, bien sûr. mais simplement, les chaînes, typiquement, elles ont des apparts un peu de partout. Mais toutes les chaînes ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des chaînes où le pouvoir est vachement centralisé, elles imposent les systèmes. Et puis la majorité des chaînes, en réalité, chaque C'est des franchisés. franchisé a beaucoup d'autonomie et donc il faut leur revendre un par un. Donc ça, c'est un peu D'accord. plus galère. Ouais, c'est un peu plus long. Ça, c'est clair. C'est quoi tes objectifs pour Cassaz alors tu vois comment la boîte a 2 ans, 3 ans, t'as envie de partir sur la France, sur l'Europe, je sais pas. Ouais. Bah, alors l'idée, c'est très clairement d'être le numéro 1 de l'achat-vente en Espagne. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une grosse opportunité si tu fais les choses bien. Et c'est pas simplement une question d'expérience utilisateur. Enfin, c'est pas simplement ce que j'ai expliqué jusqu'à aujourd'hui, c'est aller beaucoup plus loin même dans le processus et dans la pensée. Par exemple, on a introduit le premier appartement auto-visitable. Et donc ça, c'est un concept assez cool. C'est tu peux aller physiquement à l'appartement, on te donne l'adresse, tu y vas physiquement et tu as un bouton sur ton mobile qui te permet d'ouvrir la porte. Après, tu ouvres la porte et tu le visites toi-même. Tu le visites tout seul. Et donc ça, c'est un truc vachement innovateur. Donc ça permet d'éviter tout ce qui est prise de rendez-vous, machin, qui fait perdre beaucoup de temps. Et puis donc là, faut sécuriser quand même derrière, être sûr que t'aies pas des squatteurs qui viennent s'installer. On met des caméras, on met un peu de tout. Et puis après, aller beaucoup plus loin dans le processus, même de la vente, si tu veux faire en sorte qu'il y ait un maximum de processus qui soient en ligne, la mise en place, l'upload des documents, la signature des contrats en ligne, transfert d'argent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne. Donc là, tu deviendrais agence immobilière. Non, parce que t'es pas agence immobilière aujourd'hui. Non, on n'est pas agence immobilière. Et puis d'ailleurs, c'est un service qu'on compte vendre aux agences immobilières pour leur rendre la vie plus facile aussi. Mais c'est simplement, histoire d'amener un petit peu de la transparence dans tout ce processus et faire en sorte qu'au final, il y ait moins de problèmes et moins de chances que le deal se casse la gueule. Quoi. Ouais, complètement. Tu me parlais de l'expérience client. Alors c'est quelque chose d'important pour toi parce que c'est un peu ce que t'as vécu sur Idealista, qui était, moi je les connais pas. J'espère que c'est pas grave. Je pense pas qu'ils nous écoutent. De toute façon. Non. C'est pas très grave. Comment tu traces toi l'expérience client sur ton site? Vous faites comment tu traces ça pour savoir comment est vécue l'expérience client et quel retour ont les consommateurs là-dessus? Il y a du quantitatif et du qualitatif, donc on fait beaucoup d'analyses techniques des chiffres. Donc le temps de visite, typiquement, le nombre de pages vues, machin. Ça, ce qui est important, c'est pas tellement le chiffre lui-même, mais c'est la tendance. Il faut que le chiffre, que ce soit des courbes qui montent. Hein. Et puis après, il y a le qualitatif. Alors le qualitatif, on fait des enquêtes. Alors d'abord, on parle beaucoup de toutes les personnes qu'on connaît, mais des fois aussi on fait des enquêtes, on va parler, on s'assoit avec des gens et on leur dit qu'est-ce que tu penses de Cassaz, machin, tiens, voilà. Ok, vous faites des panels consommateurs. Ouais. Mini panel consommateurs, je suis d'accord, mais. Et puis on collecte du feedback aussi. Alors on a un formulaire en ligne où tu peux laisser du feedback, machin. C'est quoi ta passion, toi? Moi, j'aime bien sur mon podcast aller chercher la passion des gens, aller chercher quel est le moteur de tout ça, tu vois, dans tout ton parcours, tes expériences que tu as pu avoir, toutes les boîtes que tu as créées. Qu'est-ce qui t'anime derrière tout ça? Écoute, là, je dois t'avouer que cette boîte en particulier, je suis le plus heureux que je n'ai jamais été. Ouais. Parce que si tu veux, dans mon ancienne boîte, en fait, je l'avais montée, mais au final, je m'étais retrouvé CTO. Parce qu'on avait donc directeur technique, parce qu'on avait amené un troisième associé qui au final avait pris le rôle de PDG parce qu'il avait plus d'expérience. Mais bon, il fallait que quelqu'un s'occupe de la tech, donc j'ai pris ça, mais ça me fait toujours un peu frustré parce que c'est pas exactement ce que je voulais faire. Et puis là, maintenant, ça c'est vraiment un rôle qui me plaît beaucoup parce que voilà, je peux toujours apporter des idées, apporter un petit peu de la vision. Et la vision, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Ouais. Donc ça, ça je kiffe. Je kiffe, et puis après, en dehors du business, forcément, j'ai un background tech, donc tout ce qui est tech m'intéresse. Et puis, je fais du kitesurf aussi, et voilà, un petit peu les sports un petit peu extrême, c'est cool. J'ai fait du parapente il y a pas longtemps. C'est cool. Donc c'est une prise de risque, comme l'entreprise, je crois, tout ça se rejoint. C'est d'être un peu là. Alors, attends, je te coupe simplement parce que mais exactement, et en plus c'est une des raisons pour laquelle je le fais. C'est-à-dire que s'habituer à prendre des risques, je trouve ça bien. Ou plutôt s'habituer à faire face à tes risques. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, sauter en avion, sauter en parachute, c'est des trucs, c'est tellement contre nature que c'est difficile à faire, mais cette expérience de le faire malgré tout. C'est sortir de ta zone de confort. Exactement. Et tu sais que t'as tes peurs. Exactement. Tes peurs, tu les connais, et tu les dépasses. Exactement. Et tu t'aperçois que tu y arrives, quoi. C'est exactement ça. Donc, s'habituer à sortir de sa zone de confort. Et c'est aussi pour ça que je le fais. J'adore. Et dans tes expériences, on voit aussi,
t'as cette volonté d'être le boss, quoi. Sans que ce soit quelque chose de péjoratif, hein. Ouais. D'être celui qui imprime la marque, quoi, qui imprime la vision et... Alors c'est J'ai juste ce que... sentiment-là, en tout cas. Non, mais c'est ça. C'est juste que j'aime pas trop quand on me dit ce qu'il faut faire. C'est bien ce que je dis, là. Mais en même temps, je suis vachement, là je l'ai dit de manière assez autocratique, mais en même temps, je suis vachement ouvert dans la boîte, dans le sens où on a littéralement jamais de conflit dans la boîte. Je veux dire, on adore le feedback, de chacun de nos mecs, et donc on le met en place. Non, ce que je voulais dire, c'est que souvent quand tu te retrouves dans une boîte, souvent la boîte elle fonctionne pas de cette manière. Et donc du coup tu te retrouves dans un environnement où on te dit quoi faire, plutôt que un environnement collaboratif où on essaye ensemble de gagner. Et donc c'est ça que je trouve intéressant quand tu montes ta boîte, c'est que c'est toi qui décides, quoi. C'est toi qui décides quel environnement tu veux mettre en place dans ta boîte. Et donc nous on a décidé un environnement vachement collaboratif, et du coup voilà, c'est un environnement collaboratif, c'est-à-dire que la prise de décision elle est quand même à plusieurs. Ah oui, absolument. Ouais. Alors je ne force jamais de décision, typiquement. Alors j'ai toujours un avis, mais si l'équipe me dit que non, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc tu creuses, tu essayes de comprendre pourquoi l'équipe a dit ça par rapport à ton point de vue, et en fait souvent tu te rends compte que en fait il y a une meilleure solution. Du coup tu prends la meilleure solution. C'est très très important, je pense, justement, de ne pas s'imposer, parce que je pense que si tu t'imposes, souvent tu prends les mauvaises décisions. Alors parfois ça peut être nécessaire, en quel cas tu as la possibilité, mais la grande majorité des cas, je pense que ça devrait pas être le cas. T'es sur du management agile un peu, c'est ça, ouais, c'est ça. Hein. Ta pire nuit blanche depuis que t'as fait Casas, ce serait quoi? Nuit blanche. Ouais. Je sens que t'en as eu plusieurs. Ouais, non mais je veux dire, en tant qu'entrepreneur, t'en as. Hein, ça, écoute, rien qu'au mois de novembre, là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides, parce que, si tu veux, on a levé à peu près 1 million, mais si tu veux, notre funding s'est arrêté au mois de juin, et depuis le mois de juin, c'est moi qui mets de l'argent dans la boîte. Aujourd'hui, pour être complètement transparent, la boîte, elle brûle 50 000 par mois. D'accord. Donc t'es pas rentable aujourd'hui? Non, aujourd'hui non. Brûler 50 000 par mois, quand c'est moi qui avance l'argent, déjà il y a une limite, mais de deux, il y a surtout une limite liquide. Parce que en ce moment je suis pas liquide, j'ai beaucoup d'appartements, et donc du coup moi j'avais pour projet de continuer à mettre de l'argent dans la boîte tout seul. Mais je me suis retrouvé à un moment où j'avais besoin de vendre mes apparts, et donc du coup ils sont à la vente, mais le problème c'est qu'ils se vendent pas. Ils bougent pas. Le marché bouge pas là. En ce moment c'est difficile à vendre. Ouais. Et donc du coup je me suis retrouvé à court d'argent. Et donc on a fait un bridge en mois de novembre, et du coup donc il y a un peu d'argent qui rentre. J'ai aussi réussi à avoir un petit peu de ligne de crédit, et du coup tu vois, malgré avoir si tu veux du patrimoine, je me retrouve malgré tout dans une position financière un petit peu compliquée, et donc voilà, donc ça c'est ça me donne des sueurs froides. Tu te dis comment je vais payer les gens, comment je vais payer. Non mais sachant que c'est chiant, parce que en plus, si tu veux, t'as le patrimoine, quoi. C'est juste que t'as pas de Oui, complètement. Ouais. Et donc, c'est particulièrement frustrant comme situation. Et donc, vous êtes sur quel chiffre d'affaires aujourd'hui? Tu le publies, non? Oui, tu peux le dire? Ouais, c'est presque que dalle, parce qu'en fait, la plupart de nos utilisateurs sont toujours, de nos agences sont gratuites, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, à partir du mois de septembre, on est passé sur une stratégie beaucoup plus agressive, où on donne automatiquement entre 3 et 6 mois gratuits, simplement pour faire rentrer les appartements beaucoup plus vite, pour avoir une croissance beaucoup plus explosive. Donc, du coup, tu rentres pas de cash. Voilà. Donc, du coup, à ce moment, il n'y a pas beaucoup de cash. Alors, c'est un truc qui devrait changer, parce que historiquement on sait que quand les contrats d'essai s'arrêtent, il y a très très peu de monde qui renonce le contrat, si tu veux. Donc la plupart du temps ils continuent en tant que client qui paye. Tu cours après l'argent des agences? Pour l'instant non, justement. Ça va, ils te payent? Ouais, ça va. Ouais. Tu cours pas trop après l'argent, non? D'accord. Ouais. Pardon, Tu vois ce que je veux dire? Je comprends la question. Quand ils payent tes leads, quoi, en fait. Parce que c'est des micro-factures, non, des fois? Ouais, c'est des micro-factures. Alors, dans la majorité des cas, on a domiciliation bancaire. Tu prélèves. Voilà, donc on prélève bancairement, ouais. Donc ça règle la plupart des problèmes. Mais certains refusent, et donc effectivement, il faut faire un petit peu la chasse. Mais on le fait pas trop, et puis de toute façon, les sommes sont petites, donc ça change pas forcément la vie non plus aujourd'hui. Mais ce qui est important pour moi, c'est les métriques. Ce qui est important pour moi, c'est que le nombre de leads explose, le nombre de propriétés explose. Il faudrait que tu arrives à... Tu sais où il est ton point zéro en termes d'annonces? Tu as regardé, non? Il faudrait que t'aies 50 000, il faudrait que tu vois? C'est difficile à dire, parce que c'est plus une question de lead. Ouais, de transfo derrière.
mais non, mais il faut que le nombre de leads, on n'est pas du tout là où il faut qu'on soit. Non, faut multiplier au moins par 50 facilement. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire, toi? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré pour avancer? Ah bah il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Bah, moi j'ai toujours été un grand fan de Warren Buffett, même si c'est pas un entrepreneur, c'est plus un financier, mais j'adore sa manière d'investir, si tu veux. Après, point de vue entrepreneur, bah forcément, moi mes références c'est plus genre Elon Musk. C'est un taré, quoi. Je veux dire, il a une vision hallucinante. Et puis ça me fait penser à un bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bold, B-O-L-D, de Peter Diamandis. Et c'est un bouquin que j'ai lu en fait après avoir, enfin Hacking justement, avant de monter ma nouvelle boîte. Parce qu'à l'époque, j'hésitais à faire, si tu veux, un MBA. Je me suis dit, putain, ça serait bien d'apprendre un peu plus, machin. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, je voulais faire un MBA parce que j'avais peur de monter une seconde boîte. Et une fois que je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bon, faut faire quelque chose. Et du coup, j'ai lu ce bouquin qui s'appelle Bold et j'ai absolument adoré parce qu'en fait, tu te dis, mais en fait, j'essaie de le lire de manière non péjorative. En fait, voilà, j'ai une petite bite, quoi. Ouais. Parce que ça, c'est des mecs, si tu veux, ils se disent, tu sais quoi, nous, on va monter, on va créer des fusées et après on va créer des robots mineurs et on va aller miner des astéroïdes. Et tu te dis, putain, mais le mec, c'est un taré. Et là, tu te dis, bon, bah ça va, créer mon petit site web, au final, c'est peut-être pas si ambitieux que ça, quoi. Et donc, ça ramène un petit peu ton projet sur Terre en disant, tu vois, tu vois, avoir l'ambition d'être le portail numéro 1 en Espagne, en fait, c'est vraiment que ça, dalle. C'est ta vision, ça. Ouais, ça, c'est ta vision, c'est clair. Mais ça, c'est vraiment que dalle, quoi. Je veux dire, quand tu compares à des mecs qui veulent aller miner des astéroïdes. Ouais. Et donc, si tu veux, ça te donne un petit peu cette force intérieure de te dire que tu peux y arriver. Ouais. Et est-ce que tu aurais 2-3 livres, toi, à recommander, des livres qui t'inspirent, que t'aimes bien? Ouais, j'en ai pas mal, ouais. Bah alors, Lean Startup, c'est la base. Hein. Ouais, on le cite souvent. ouais, non, celui-là, il faut le lire. Et puis après, effectivement, Bold m'a beaucoup inspiré. Puis avant ça, d'ailleurs, ce qui m'a inspiré à devenir un entrepreneur, c'est Rich Dad Poor Dad. Donc bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bouquin super intéressant c'est un mec, si tu veux, on mettra toutes les références à la fin du podcast. Ouais. Non, mais son père génétique, si tu veux, c'était un professeur, mais son père adoptif, on va dire, c'était un entrepreneur. Et donc il a un petit peu ces deux visions et puis il t'explique un petit peu comment tout fonctionne, quoi. Comment se faire de l'argent avec une entreprise, comment se faire de l'argent et les différentes implications. Et donc c'est un bouquin qui m'a fasciné et qui m'a décidé effectivement à devenir entrepreneur. Bon, bah génial. Bah écoute, je te remercie pour ce qu'on a bien partagé. Merci à toi. Puis voilà, bonne route à Casas. Merci. Voilà, et puis tous ceux qui veulent investir en Espagne, bah voilà, allez voir Casas et investissez. Exactement. Voilà. Donc K-A-S-A-Z. Allez. Ouais. Tout à fait. Et puis alors surtout, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à faire ou des améliorations à eh ben on fera remonter tout ça et puis on mettra tous les liens sur le podcast. Super. Et voilà, il y a pas de souci. À bientôt. Merci. Au revoir. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn.